Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce troisième épisode des Cafés de l'Aéro. On va continuer de s'intéresser à l'avion décarboné après avoir parlé de l'électrification de la propulsion et vu ce sujet très intéressant de l'hydrogène et de la pile à combustible. Aujourd'hui, on va voir un petit peu quelles sont les nouvelles configurations de nos prochains avions, de l'avion de demain. Est-ce qu'il faut tout changer, mettre des batteries dans la soute, changer les ailes? Bon, on va voir ça avec nos trois experts. Diana Chitik, bonjour. Bonjour Je Stéphane. rappelle, vous êtes responsable de l'équipe ingénierie des performances produits chez Siemens Digital Industries Software. Tout à fait. Hélène Miquel, bonjour Hélène. Vous êtes donc responsable commercial aérospace défense chez Siemens. Et Thierry Olbrecht, bonjour. Vous êtes donc directeur aérospace industrie solutions chez Siemens. C'est exact. Alors, dans un premier temps, on va rappeler quels sont les enjeux qui sont autour de cet avion décarboné. On verra ensuite quelles sont toutes les opportunités que ça peut apporter et voir dans un troisième temps quels sont les différents axes de travail qui finalement s'imposent aujourd'hui à l'industrie et comment Siemens accompagne tout ce mouvement. Alors, pour démarrer, je vais me tourner vers vous Thierry. Pour rappeler un petit peu les enjeux de cet avion décarboné. C'est clair que l'aviation a un rôle très important dans notre société et donc il faudra faire de sorte qu'il n'y aura pas une augmentation importante de l'émission de CO2 par exemple. On ne va pas voyager de moins en moins. Voilà. Et c'est clair qu'il y a une grande croissance de la classe moyenne, certainement en Asie, et donc il y aura beaucoup plus de gens qui auront accès ou qui pourront acheter un ticket pour voler vers les amis, vers la famille. Et donc il y aura certainement une explosion de demande, disons, et il faudra éviter que cette explosion de demande génère également plus de polluants dans notre environnement. On parle d'un doublement en tout cas de la contribution aux émissions de gaz à effet de serre, de 2,5 à 5%. Mais exactement, et donc c'est clair que l'industrie de l'aviation doit adresser ce problème-là. Qu'est-ce qu'elle peut faire alors? Qu'est-ce qu'elle doit faire, Thierry? Donc, comme on avait déjà abordé durant les épisodes précédents, on peut travailler sur le côté propulsion électrique. Donc, on peut implémenter des propulsions électriques sur des avions. Deuxièmement, on peut travailler sur les vecteurs d'énergie. Troisièmement, on peut encore changer, optimiser les configurations aérodynamiques et structurelles de l'avion. Alors on peut effectivement changer la structure de l'avion pour son aérodynamisme, mais aussi pour peut-être accueillir ces nouvelles technologies qu'on a évoquées. Exactement. Comme on avait parlé de propulsion électrique, donc il y a une possibilité d'implémenter la propulsion d'une manière différente, par exemple avec des systèmes de propulsion distribués sur l'aile. On doit toujours vérifier si c'est une manière économique d'adresser ce problème, mais d'autre part, il y a également les nouvelles structures, les nouveaux matériaux, par exemple des structures qui ont été fabriquées avec des processus de additive manufacturing. D'autre part, il faudra également voir comment est-ce que l'intégration, par exemple, de l'hydrogène va changer la configuration structurelle et aérodynamique de l'avion. Il se peut qu'avec des ailes plus fines, on est capable de diminuer la traînée des ailes de l'avion, la structure. Donc, comment est-ce qu'on va intégrer le carburant qui typiquement aujourd'hui est dans l'aile? Est-ce que ça sera encore possible de mettre le carburant dans l'aile, oui ou non? Donc, il faudra adresser ces aspects-là. Quand vous dites additive manufacturing, on imagine effectivement pour l'instant, peut-être dans l'inconscient collectif, la fabrication de petites pièces. On peut fabriquer une aile d'avion comme ça? On peut fabriquer de grandes pièces. On le fait d'ailleurs déjà. Ou alors on fait des petits bouts d'aile qu'on... Oui, donc peut-être pas une aile complète, mais c'est clair qu'il y a beaucoup d'avancement dans cette technologie et donc on verra bien comment ça évoluera, mais par exemple dans le monde spatial, c'est clair qu'on fait déjà des moteurs complets avec du additive manufacturing et on utilise les possibilités de cette nouvelle manière de produire des pièces pour augmenter la performance par exemple. Donc je vois beaucoup d'opportunités là-bas.
sur ces aspects-là. Oui, ça permet d'être plus agile, peut-être plus flexible, en tout cas pour adapter ce qu'on récupère comme information après avoir fait quelques tests. Quels sont les premiers bénéfices, je vous pose la question à vous, Hélène, de ces opportunités de l'avion décarboné en tout cas? En tout cas, je ne sais pas si je vais parler des bénéfices tout de suite, mais moi, ce que je souhaiterais rajouter, ce qu'a dit Thierry, c'est qu'on a un environnement industriel qui est extrêmement concurrentiel. On a de nouveaux acteurs actuellement qui viennent de concurrencer les acteurs historiques. Et donc, ces acteurs historiques avec lesquels on travaille depuis de très très longues années, on doit les accompagner justement dans l'exploration de nouvelles solutions technologiques, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de ne pas explorer toutes les solutions et les nouvelles configurations qui peuvent résoudre ces problématiques-là. Et donc, en particulier celles qui seraient industrialisables, parce que beaucoup sont à explorer, peu seront peut-être élus et industrialisables. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'en tout cas, nous, on accompagne nos clients nouveaux, start-up et les historiques pour les aider à garantir qu'ils vont être en capacité d'explorer toutes les solutions, toutes ces nouvelles configurations qui permettront d'adresser ce challenge de carbonisation. On reviendra plus en détail justement après sur l'accompagnement de Siemens, mais peut-être avant de Thierry, identifier les différents axes de travail qui se présentent finalement aujourd'hui aux industriels pour envisager ces nouvelles configurations que vous évoquez, le carburant dans l'aile, pas dans l'aile, additif manufacturing ou non, recherche, tout ça. Comment est-ce que comment est-ce qu'on peut se mettre en ordre de marche? Donc tout d'abord, il y a la configuration aérodynamique structurelle où il y a la possibilité d'utiliser d'ailes plus efficaces, comme je l'avais déjà dit. Et ça, c'est quelque chose qui est finalement peut-être aussi dans une démarche de continuité, d'amélioration continue sur l'aérodynamisme, où on va encore plus loin. Il y a la possibilité, avec l'électrification, avec l'hydrogène, etc., il y aura des changements des nouvelles contraintes assez importantes et on devra les aborder, on devra les adresser. Et donc, on aura besoin de nouvelles méthodes, de nouveaux outils pour vraiment trouver la configuration optimale. La configuration optimale de l'aile, également la configuration optimale de la structure, la configuration optimale des systèmes, la configuration idéale, par exemple, vis-à-vis comment est-ce qu'on va mettre les harnais électriques pour éviter que, quand il y a beaucoup de courant qui passe dans ces harnais électriques, comment éviter qu'ils vont créer des champs magnétiques importants et qu'ils vont influencer des capteurs sensibles placés sur l'avion. Donc, l'industrie aura besoin de différentes méthodes de développement. Les méthodes de développement d'aujourd'hui ne répondent plus ou n'adressent pas les challenges qu'on aura. Et dans ce contexte-là, les jumeaux numériques, mais également la traçabilité, comment est-ce qu'on fait les décisions, garder les décisions dans le contexte de continuité digitale, comment est-ce qu'on est certain que durant ce cycle de développement, qu'on garde toute l'information et ceci durant la vie de l'avion. Alors pas de perte d'information et surtout tout le monde au même niveau d'information. On centralise, on parle souvent de continuité numérique entre les différents acteurs parce que les parties prenantes de cette évolution, voilà, tout ne repose pas sur un seul et même acteur. Vous-même, Siemens, vous êtes dans un écosystème finalement pour faire avancer tout ça. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple peut-être, Diana, pour illustrer tout ça? Oui Stéphane, peut-être pour compléter ce que vient de dire Thierry il y a quelques minutes, par rapport à l'additive manufacturing, donc l'impression 3D, il y a vraiment un rôle important de ce procédé de fabrication dans un contexte de décarbonation. Déjà pour la simple raison qu'on va être en mesure d'économiser de la matière, donc on va passer de méthodes d'usinage traditionnelles plutôt sur de la fabrication additive, donc on va pouvoir fabriquer déjà une seule pièce, donc limiter les quantités à la demande, potentiellement sur place, donc aussi économiser les frais d'acheminement de la pièce, l'avoir dans des délais raisonnables, dans des domaines comme la défense par exemple, ça peut être intéressant lorsqu'on a des impératifs. On n'est pas dans les mêmes notions de time to market. Exactement, exactement.
Et au-delà de ça, je dirais que sur ces aspects-là d'additive manufacturing, d'impression 3D, Siemens a vraiment aujourd'hui, avec l'offre Xcelerator, qu'on a déjà mentionné à plusieurs reprises, on a cet atout qui est d'avoir une solution sur étagère et end-to-end, donc qui permet à la fois aux concepteurs d'étudier le procédé de fabrication de la pièce et de s'assurer que celle-ci sera bien délivrable et dans le temps. Dans les meilleurs délais. Dans les meilleurs délais, dans le Enfin, temps en imparti. tout cas, dans les délais impartis. Voilà, c'est Voilà. ça. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, sur cet axe-là, on a aussi été sélectionné par un des principaux équipementiers aéronautiques pour industrialiser ce process donc d'impression, d'additive manufacturing pour les applicatifs aéronautiques, dédiés à l'aéronautique. Merci Diana pour cette précision. Hélène, vous parliez effectivement tout à l'heure de la façon dont vous accompagnez les industriels. On a mentionné Xcelerator. Est-ce que vous peut-être nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit? Xcelerator, c'est un produit, c'est une plateforme, qu'est-ce que c'est? Bien sûr, c'est un petit peu tout ça en même temps. Alors, en fait, Xcelerator, effectivement, ça représente l'ensemble des solutions logicielles que propose Siemens. Et il faut voir en fait, il faut y voir une plateforme, certes, mais aussi la collaboration des différents métiers à travers cette plateforme-là, mais aussi également la collaboration avec des solutions déjà en place. Parce nous, dans nos principes, ce n'est pas le monolithisme quelque part, donc on favorise au contraire l'interopérabilité, comme on dit, avec des solutions déjà en place. Et en fait, effectivement, on sera en capacité avec Xcelerator, avec cette plateforme, cet environnement, de pouvoir supporter nos clients depuis, on va dire, les phases on va dire, de pré-projet, ensuite de conception, de fabrication, de production, également aussi de suivi en service, parce qu'on sera également capable de récupérer les informations sur les produits, les informations d'exploitation pour les réinjecter ensuite dans les modèles numériques plutôt de conception, ce qui permettra d'avoir vraiment ce suivi, cette collaboration de l'ensemble des acteurs autour d'un produit à travers et grâce à cette plateforme. On met presque les données en culture, si je Oui, comprends voilà, bien. c'est important la notion de données d'ailleurs. Voilà, et les industriels avec lesquels on parle, voilà, nous expliquent tous les jours que ce qui est important, effectivement, c'est la donnée. Nous, effectivement, nos solutions sont ce qu'on appelle data-centric, donc ce qui est important, c'est la donnée, la manière de les exploiter, la manière de se la passer d'un métier à l'autre. Et donc, cette solution supporte ces concepts. Et il y a besoin d'accompagnement parce qu'effectivement, la donnée, c'est pas quelque chose de nouveau. Pour les industriels, un petit peu, en termes en tout cas d'organisation, d'edge, d'objets connectés, etc. Mais c'est arrivé d'un coup plein pot. Donc là, il faut effectivement faut recevoir un petit peu d'aide. Bon, vous êtes là pour ça. Avant de se quitter, Thierry, vous aviez quelques exemples peut-être de réalisations à nous partager? On a beaucoup d'exemples, Stéphane, mais un exemple très particulier, un client qui a utilisé cette plateforme dont Hélène a parlé, By Aerospace. C'est un fabricant de petits avions d'entraînement, 2 personnes, 4 personnes. Et ils utilisent toute la plateforme et ils exploitent toutes les données digitaux qui sont présents pour vraiment améliorer le cycle de développement. Et par exemple, donc, ils utilisent nos systèmes de conception, nos systèmes d'analyse CFD, aérodynamique, structurelle. Et à un certain moment, ils devaient décider. C'est en fait un avion complètement composite, donc il devait décider de rallonger l'avion un peu, d'une douzaine de centimètres, qui va générer beaucoup d'analyses additionnelles. Et donc, typiquement, si on doit décider, si on doit faire ce type de décision, typiquement, on doit mettre beaucoup d'énergie dans la réanalyse l'aérodynamique, l'analyse structurelle, etc. Et par le fait que toutes ces analyses-là ont été mises sur la plateforme Xcelerator, ils ont pu accélérer cette analyse et revalider, revérifier si le côté structurel, aérodynamique, le système de production de composites était bien.
Quand on parle d'accélération, en fait, le concept derrière, c'est vraiment de l'automatisation de process. Donc là où chaque équipe a... C'est-à-dire ne plus avoir à vérifier à la main? Exactement, exactement. Et il suffit qu'une personne, une équipe indique quelle est la modification qu'elle souhaite appliquer à son périmètre pour que la chaîne de calcul complète de manière automatisée se mette à jour et qu'on puisse, à l'aide de métriques dont parlait Hélène, donc à partir de l'analyse des données qui ont été générées, parfois en grand nombre, pouvoir de manière synthétique comprendre si un autre département sera lui-même impacté. Et comme en général on doit gérer un petit peu des objectifs contradictoires, donc optimiser peut-être la thermique au détriment de l'acoustique, etc., c'est finalement trouver justement ce compromis et essayer de minimiser l'impact pour tout le monde à chaque fois qu'on va faire une modification sur un composant. Ça donne en gros, si je comprends bien, la possibilité de faire des arbitrages, en tout cas, d'en faire peut-être un petit peu plus, de bien les faire, Oui. et de par l'automatisation, de s'assurer d'une part Voilà. que les choses sont bien faites, qu'il y aura pas, on enlève un peu l'erreur humaine, qui est toujours C'est ça. difficile à enlever, Oui. et puis on va plus vite. Là, en termes de répétabilité, c'est beaucoup plus fiable, effectivement. Et on peut élargir le spectre finalement d'analyse à une quantité de données que finalement le cerveau humain n'aurait pas été en mesure de faire, même ou alors à très très grande échelle de temps. Exactement. Et donc, une fois qu'on a fait les modèles, on peut exploiter ces modèles de manière plus efficace, plus profonde, pour mieux comprendre le comportement de l'avion. Merci beaucoup Thierry, merci à tous les trois. On va terminer ce dernier café de l'aéro sur l'avion décarboné, mais avant de se quitter peut-être, Diana, vous, votre conclusion par rapport à tout ça? Eh bien, je dirais, par rapport aux différents exemples qu'on a cités et aux différents projets européens auxquels on prend partie, Siemens est aujourd'hui bien positionné au niveau de ces enjeux-là. On a beaucoup d'historique avec cette industrie, aussi avec d'autres industries. On parle beaucoup de l'aéronautique, mais tous les process, la décarbonation passe aussi par le domaine de l'énergie au sens large. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qu'on est capable d'accompagner via nos solutions techniques et aussi via les moyens humains, l'expertise dont on parlait aussi sur les épisodes précédents. Toujours en support aussi d'essais physiques, puisque ces essais physiques viennent vraiment alimenter et fournir un retour d'expérience aussi aux personnes qui sont plutôt en charge de la conception et donc plutôt dans un domaine de simulation. Donc la boucle est bouclée, on va dire, avec une solution telle qu'Xcelerator chez Siemens. On ne peut pas se passer des essais physiques, mais en tout cas, voilà, il faut bien les faire, mais avant, Exactement. pour gagner du temps et puis les limiter, surtout. L'idée, c'est d'avoir tout ce qu'il faut comme information et comme outil pour pouvoir simuler, prévoir, anticiper. La et avoir préparation presque parfois, d'essais, oui, tout à fait. finalement, se retrouver dans un test physique qui est très rapidement probant et qui permet d'arriver sur une première version d'avion assez rapidement. Donc voilà, en tout cas, le coup d'envoi est donné sur la décarbonation de l'avion. Il faut que ça arrive parce qu'on dit que ça peut doubler, mais attention, ça peut peut-être même tripler, on ne sait jamais, parce qu'on parle aussi quand même de connexion des diagonales oubliées, notamment en France par exemple. Si on veut faire Grenoble-Pau, on sait que c'est un peu compliqué, ça devrait arriver, donc il va falloir effectivement accompagner toute l'industrie de l'aviation dans cette transition. Votre message, effectivement, c'est que vous, aujourd'hui, vous avez les outils pour aider tous ces industriels à avancer, en tout cas à réussir à relever ce défi qui est de taille. Merci beaucoup à tous les trois, en tout cas, de nous avoir éclairés sur ces 3 épisodes. C'était riche d'informations, c'était passionnant. Bon, on compte sur vous. L'industrie compte sur vous, les passagers aussi comptent sur vous. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Et on se retrouve très prochainement dans un prochain épisode des Cafés de l'Aéro. Au revoir.